Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Anna de Rothschild qui était présente lors d'une conférence et qui va nous délivrer un scoop. En fait, elle va avouer ce que tout le monde savait déjà sur cette famille, mais cette fois-ci, c'est officiel et nous n'avons plus à être traités de complotistes. Et on va le voir avec d'autres extraits que cette communauté a une influence, a un pouvoir qu'elle revendique aujourd'hui. Elle n'a plus peur car cela fait bien longtemps qu'elle ne prend plus de coups. Alors cette fois-ci, lors de différentes conférences dont je vais vous montrer les extraits, elle dévoile toute son influence et tout son pouvoir. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. This is an extraordinary story. So he was born in a place called the Judengasse, which was a Jewish ghetto, basically. And it was the house that he lived in when he eventually had 13 children was only 14 feet wide. And he lived there with his very, very overpowering and dominant and an incredibly brilliant wife who was called Guttel. He was determined to get out of this ghetto. At night time, the ghetto was closed. You weren't allowed to leave. The street was so narrow that no sunlight could penetrate. There was no plumbing, there was no sewage, there was nothing. So everything you can imagine happened in this street. And unsurprisingly, he wanted to get out of there. And he started a small coin business, and that did reasonably well. But actually, and this is where it ties into legacy, his great strength was to send his 5 sons to the capitals of Europe at that time. And what they did is they set up, in effect, the first international banking system. So whereas everyone used to be in separate different countries or separate cities until then, these 5 boys communicated with each other, sometimes by pigeon, and they wrote to each other in Judendeutsche, which was a kind of Yiddish German vernacular. And that is why they were so successful. And this absolute belief in togetherness, you've got to stand together. You've got to work together. You've got to work across borders. You've got to work with rules. And by 1789, when the last one went, to 1815, so a very, very short period of time, it was said that no government or king would consider going to war without the Rothschilds supporting them, because that was how incredibly influential and powerful they had become. Normalement, si vous tenez ce genre de discours, non seulement vous êtes traité de complotiste, et en plus vous êtes traité d'antisémitisme, car vous le savez, souvent dans les propos antisémites, vous avez bien sûr ces histoires sur les juifs qui contrôleraient le monde. Manque de peau, elle est en train de nous dire que sans cette famille si puissante, sur laquelle on sait beaucoup de choses, mais à la fois on ne sait pas grand-chose, aucune guerre, en gros, que rien ne se faisait en Europe sans leur aval et leur financement. Elle nous avoue aussi qu'il avait envoyé ses fils un petit peu partout et que les frontières n'étaient plus un problème. En gros, ces gens-là, quand ils étaient en Espagne, ils se faisaient passer, bien sûr, pour un proche du pouvoir espagnol, pour un proche du pouvoir anglais quand ils étaient en Angleterre. Ils ont fait la même chose en France, ils ont fait la même chose en Allemagne, alors qu'ils roulaient tout simplement pour leur famille et pour leur communauté. Napoléon lui-même, Napoléon le Ier, il a financé toutes les guerres grâce à l'apport de cette famille, qui finançait dans le même temps l'Angleterre, qui a toujours voulu et qui a réussi bien sûr à abattre l'empire napoléonien. À ce propos, j'ai un autre extrait à vous faire écouter. Cette fois-ci, c'est Driss Eberkan qui va nous en dire un petit peu plus. Les Rothschild veulent mettre la main sur les ressources russes depuis Napoléon, fondamentalement. Depuis Napoléon. Bon, les Rothschild voulaient fumer Napoléon, c'est d'ailleurs eux qui ont financé le maintien de la guerre. Les Britanniques étaient prêts à négocier et à arrêter à partir de Trafalgar. Les Britanniques étaient prêts vraiment à négocier l'arrêt de la guerre avec Napoléon. Mais les Rothschild ont dit non. Napoléon avait notamment antagonisé les intérêts Rothschild dans tous les endroits, notamment l'Italie, notamment Naples. La filiale de Naples de la famille Rothschild était extrêmement riche. Et les Rothschild ont gagné des fortunes avec la bataille de Waterloo, puisque via l'agence qui allait devenir Havas, qu'ils avaient mise en place pour être informés avant tout le monde, les Rothschild étaient au courant avant les autres de la défaite de Napoléon à Waterloo, ce qui leur a permis de spéculer sur les bons du trésor britanniques. Ils avaient fait circuler la rumeur que les bons du trésor, ils avaient fait du FUD à l'époque, un Fear, Uncertainty and Doubt, pour faire s'effondrer la dette britannique.
Et ensuite, ils avaient raflé la dette britannique à vil prix. Et ils avaient l'information de la victoire de Lord Wellington à Waterloo, ce qui leur a permis de revendre leurs titres britanniques au plus haut prix, déjà à l'époque, en 1815. Par la suite, les Rothschild ont toujours voulu récupérer les ressources russes, parce que la Russie est un océan de terre, et que elle est donc surabondante en ressources. N'y voyez bien sûr rien de complotiste. Tout a été documenté. Et du coup, une fois qu'on écoute ces propos récents, on peut se demander si les guerres d'aujourd'hui ou si les guerres d'avant ont réellement été décidées pour des intérêts d'État ou pour des intérêts d'autrui, et notamment d'une communauté, car vous le savez, la famille Rothschild appartient à la fameuse communauté de lumière qui prétend depuis des années, bien sûr, n'avoir aucun rôle, aucun pouvoir, aucune influence, mais les temps ont changé. Et oui, les temps sont beaucoup plus doux pour cette communauté. Je vous rappelle que c'est la seule communauté, le seul peuple au monde qui s'est fait virer de tous les pays du monde à intervalles réguliers depuis quasiment la nuit des temps. Souvenez-vous aussi des propos du général de Gaulle, d'un peuple hautain et sûr de lui, un peuple pour qui la fin de l'histoire sonne jamais extrêmement bien. D'ailleurs, à ce propos, il y a eu une conférence en France extrêmement intéressante où on nous a également appris que cette dite communauté, qui ne contrôle rien bien sûr, était à l'origine de la République. Je vous laisse écouter. Remplit toutes les conditions de la modernité républicaine. Et d'ailleurs, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, à leurs yeux, est directement issue de la République des Hébreux et de la loi mosaïque. Et donc ça permet à notre rabbin de Copernic de conclure en disant, écoutez, le problème de la République, c'est qu'elle manque d'esprit religieux, qu'elle manque d'esprit civique. Religieux, ça veut dire le lien. Il faut qu'on puisse fonder toujours dans une transcendance, ce que retrouvons d'ailleurs Lévinas et Rosenzweig, le lien immanent entre les êtres. Parce que si les êtres se prennent pour Dieu, ils font le pire. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, mais dont personne ne peut se prévaloir. Je ne peux pas le nommer et il n'y a pas d'idole. C'est aussi la modernité. Et donc le rabbin conclut en disant, voilà, la République se cherche depuis longtemps, et la crise de l'affaire Dreyfus était prise comme une crise intellectuelle de la République, une religion, c'est bien une religion laïque, et la religion laïque, elle a un nom, c'est le judaïsme. Je conclus quand même en disant, pas n'importe lequel, parce qu'en vieillissant, on préfère mettre des pluriels, laïcité au pluriel, judaïsme au pluriel, pas n'importe lequel, le judaïsme libéral, parce que c'est quand même le rabbin de Copernic, il faut que le judaïsme se sépare de certains ornements inutiles, de certains, etc. Mais le judaïsme, ramené à l'essentiel de son message, peut donner cette religion dont la République a besoin et qu'elle cherche depuis la Révolution française. Il oublie également de dire l'importance des loges maçonniques, et on sait que la franc-maçonnerie, les rites de la franc-maçonnerie sont basés sur quelle religion? Je vous laisse deviner. Vous voyez, peu à peu, nous allons tous sortir, tous ensemble, du complotisme vers l'histoire réelle de notre passé. Et peu à peu, nous avons la certitude que l'histoire que nous a été racontée est totalement fausse, que ceux qui ont écrit notre histoire, et qui l'ont fait surtout, qui l'ont fait et qui l'ont mise en place, eh bien ce sont des gens qui ne sont pas issus de notre communauté, et ce sont des gens qui ont voulu notre mal et notre mal à tous. J'ai encore un dernier extrait, justement à propos de la République. Car que la République, c'est chercher une religion, ça peut nous paraître étrange. On était en France, terre chrétienne. Il suffisait pour la République de reprendre le christianisme. Oui, mais comme vous le savez, le christianisme s'oppose à une autre communauté. Et donc, il fallait pour cette communauté-là tuer le christianisme pour avoir les mains libres. Bien sûr, dit comme ça envers vous qui n'êtes pas un public averti, cela pourrait m'emmener devant une cour correctionnelle car c'est de l'antisémitisme. Sauf que, après Vincent Payon, que nous venons d'écouter, ancien ministre de gauche sous François Hollande, eh bien, sauf qu'un autre ministre, cette fois-ci de droite, a pris la parole. Casser l'Église catholique, et on l'a fait, on a nationalisé. On a, et je ne parle même pas des violences commises pendant la période vendéenne, où il y a eu quand même 300 000 morts, dans l'ouest de la France, où on attachait les curés et les nonnes nus, et pour les jeter dans la Loire. On exécutait les bébés. Il
faut lire les rapports du général Turreau qui raconte comment on a maté les cathos de l'ouest de la France. Mais après, pendant la préparation de la loi, on a viré les moines des monastères. Manu militari. Ceux qui ne signaient pas, qui ne se rendaient pas à la République, étaient virés. Beaucoup sont partis à l'étranger. Je rêve, mais aujourd'hui, on est confronté à un problème colossal d'islamisation de la France. J'attends de voir ce que la République est capable de faire. Donc là, nous avons l'ancien député maire Pierre Lelouch, un ex-proche de Nicolas Sarkozy, nous dire tout simplement qu'ils ont tué le christianisme. Pire, il dit « J'attends de voir ce que la République va faire avec le problème de l'islamisation de la France. » Oui, mais quelle communauté a vanté le multiculturalisme? Quelle communauté a vanté l'immigration? Quelle communauté a créé SOS Racisme? Qui a créé Touche pas à mon pote? La sienne. Donc ces mêmes personnes-là, après avoir provoqué et mis en place surtout le chaos, vont demander à la République, aux goy, d'aller encore faire des purges sur notre propre terre. Pendant que eux, qui ont tous la double nationalité, eh bien, vont pouvoir tous se barrer pour être tranquilles. Pendant que nous, on va se battre les uns contre les autres. Tout ce qui était encore classé comme de l'antisémitisme ou comme du complotisme, aujourd'hui, se révèle être tout simplement une triste réalité où nous sommes manipulés toujours par les mêmes pour nous entretuer et nous entre-déchirer et ne pas regarder les véritables responsables du chaos ambiant. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, bien sûr, le boost de la vidéo, le partage également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.